Bonjour à tous, on se retrouve dans une vidéo pour faire le bilan de juillet-août de mon PEA. Le portefeuille s'en est plutôt bien sorti en juillet, avant de rendre des gains au marché au mois d'août. On verra également les entreprises de mon PEA qui ont le mieux performé cet été, et je vous parlerai de la nouvelle stratégie que je vais mettre en place dans les prochains mois. On commence tout de suite par le bilan comptable de ces 2 derniers mois. Si on fait le total, cet été, j'ai obtenu une performance de 1,51%. Mon PEA a été valorisé à 135 439 € au 1er juillet, puis 141 588 € au 1er août, pour finir à 137 488 € à la clôture de fin août, soit une plus-value latente du portefeuille de 2048 €. On voit que j'avais gagné plus de 6 000 € de plus-value en juillet, avant de céder 4 100 € en août. Sur l'ensemble, ça reste un été positif. J'ai encaissé 2 888 € de plus-value en vendant certains titres. Et j'ai touché 388 € de dividendes. Grande nouveauté pour le PEA, une 9e ligne a fait son introduction dans le portefeuille pour la première fois depuis février dernier et la sortie de Rémi Cointreau. Dans ce tableau, on peut voir mes 8 performances mensuelles de l'année 2024. On voit que la moins-value totale du portefeuille est presque de 10 000 €, soit 7% de baisse par rapport au 1er janvier. Si je termine l'année dans le rouge, ce qui est bien parti, ce sera ma première année négative depuis l'ouverture du PEA en 2020. Et c'est une des raisons de ma nouvelle stratégie dont je vais vous parler dans quelques instants. Sur ce graphique, on voit que la valorisation totale du portefeuille stagne depuis le mois d'avril, au-dessus des 130 000 €. Concernant la plus-value totale du portefeuille, cela fait 2 ans que la plus-value évolue dans un range entre 32 et 50 000 € sans parvenir à casser par le haut. Voici le tableau de mes 6 transactions réalisées cet été. On peut compter 4 ventes pour 2 achats. Et on voit la 9e ligne qui a été rajoutée au portefeuille, qui n'est autre qu'un ETF Nasdaq 100. On va d'ailleurs commencer par le tableau des achats. Le 29 juillet, j'ai renforcé ma position Equasens en achetant 62 titres à 47,78 €, ce qui en fait ma position la plus importante en termes de montant investi, puisque j'ai investi 21 000 € sur Equasens depuis octobre 2023. Ce sera mon dernier renforcement sur le titre. Equasens reste une small cap, qui est donc très volatile, puisqu'elle a perdu 31% de performance depuis juin, où elle cotait à 68 €. Mon PRU est à présent de 56 €, ce qui reste un PRU correct au vu de ces 6 dernières années, même si j'aurais préféré un PRU sous les 50 €. La baisse des taux ne fera pas de mal à ce genre d'entreprise. Le deuxième achat de l'été s'est porté sur l'ETF Nasdaq 100, mais comme vous pouvez le voir, entre parenthèses, c'est un levier x2, c'est-à-dire que la performance de l'ETF est multipliée par 2 à la hausse comme à la baisse. Alors là, il faut que je fasse une grosse parenthèse pour vous expliquer les raisons de cet achat. Alors d'abord, je vais répondre à la question pourquoi j'ai acheté un ETF. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis 2 ans, vous savez que je n'ai jamais introduit d'ETF dans mon PEA. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que je souhaitais faire du stock picking, c'est-à-dire sélectionner des entreprises individuellement en espérant battre le marché. Vous savez tous qu'une minorité d'investisseurs parvient à battre le marché. Ce n'est pas un choix que j'avais fait par prétention, mais simplement car un ETF est trop passif pour moi. Je l'ai souvent expliqué ici, j'aime l'univers de la bourse, suivre l'actualité et j'ai besoin d'être actif dans mes investissements. Cependant, je suis obligé de faire un constat, c'est que je sous-performe le marché depuis près de 2 ans maintenant. Hormis les entreprises achetées durant le Covid, je n'ai jamais réellement réussi à battre le marché. Et en plus de ça, plus de la moitié de mes entreprises sont françaises, alors que le marché français sous-performe de 30% le marché US en 2024. Maintenant, je vais répondre à la question pourquoi un ETF à levier ? C'est justement la raison de mon souhait de passer sur un ETF. Ce qui me dérangeait avec les ETF, c'est que leur performance ne justifiait pas forcément que j'arrête le stock picking. L'écart n'était pas si important. Mais avec un ETF à levier, là c'est une autre histoire. Surtout que vous le savez, j'ai une aversion au risque qui est faible. C'est-à-dire que je n'ai pas peur de la volatilité. Aujourd'hui, j'ai une expérience dans les leviers, comme je vous l'ai raconté dans ma dernière vidéo. Une expérience sur les cryptos en plus, un marché bien plus difficile à dompter que les indices actions. Et même si une de mes expériences s'est mal terminée, dans 95% du temps, le levier m'a été bénéfique et cela m'a permis de me familiariser à ce type de produit. L'intérêt du Nasdaq 100 x2, c'est qu'on a un historique de 18 ans sur ce produit, puisqu'il a été lancé en 2006. Et le levier sur un actif haussier à long terme prend tout son sens. Quelqu'un qui aurait investi 7 000 € sur le Nasdaq x2 à la fin de la crise des subprimes en 2009 aurait aujourd'hui 1 million d'euros. Maintenant, il y a une autre chose intéressante. C'est un levier x2 en journalier ou daily. Ce n'est pas la même chose qu'un levier x2 sur une crypto. Avec un levier journalier, contrairement au levier que j'utilisais sur les cryptos, vous ne pouvez pas être liquidé. Il n'y a pas de barrière désactivante, donc vous ne pourrez jamais perdre 100% de votre position. La raison est simple, en crypto, le marché est ouvert 24/24. Il n'y a donc pas de coupure, même le week-end.
Si un actif perd 50% depuis votre entrée, par exemple la crypto Solana, en levier x2, vous êtes liquidé, vous perdez tout. Mais en levier journalier, le marché boursier fermant tous les soirs et tous les week-ends, le levier s'applique sur la performance de la veille. C'est un peu comme si la veille, vous aviez fait moins 10% et aujourd'hui vous faites à nouveau moins 10%. Vous serez à moins 19% et non moins 20%. Si le marché US perd 50% de sa valeur sur plusieurs mois, vous serez à 99% de perte latente. Personnellement, je n'ai aucun problème avec cette idée. Si c'est le cas, j'aurai probablement d'autres problèmes à gérer dans la vie réelle. Il faut en avoir conscience, vous serez donc contraint d'attendre des jours meilleurs pour repasser en positif. Cela fait donc beaucoup plus de sens d'investir à levier sur un indice que sur une crypto, car cela impose d'avoir une vision long terme. Maintenant, il y a une autre chose à prendre en compte. Certains disent qu'un produit à effet de levier se déprécie obligatoirement avec le temps. C'est vrai, mais pas sur un actif haussier à long terme. Tout ça est lié à ce qu'on appelle le beta slippage. C'est ce qui explique que lors d'une période de stagnation, vous sous-performerez le sous-jacent. Je vous ai mis un lien vers un article sur le beta slippage en description. C'est-à-dire que vous n'aurez pas totalement la performance du sous-jacent multiplié par 2, mais une performance assez proche, puisque comme je vous l'ai expliqué, c'est un levier journalier. Parfois ce sera à votre avantage, parfois non. En majorité, vous en sortirez bien si vos premières semaines de ce produit sont marquées par un marché haussier. Vous pouvez aller sur Bourse Direct et sélectionner cet ETF pour analyser sa performance depuis 2006. Vous pourrez comparer selon les périodes pour savoir si vous surperformez le marché ou non. Par exemple, si on prend le point bas du Covid à ce jour, vous auriez fait 428% de performance alors que le Nasdaq a fait 169%. Si vous faites 169 x 2, cela fait 338%. Vous avez donc surperformé le marché. Si vous aviez acheté ce produit il y a 3 ans, soit le 6 septembre 2021, vous auriez fait 18%, alors que le Nasdaq a fait 20%. Donc vous auriez dû faire 40%, mais vous avez fait seulement 18%, car le marché a beaucoup stagné et chuté entre-temps. Et cela n'est pas à l'avantage de ce produit. Les marchés étant ascendants à long terme, si vous avez une vision long terme d'au moins 6 ou 7 ans, vous devriez vous en sortir. Mais je me suis quand même fixé quelques règles. Je ne ferai pas de DCA régulier, car je refuse de recharger au-dessus de mon PRU. Sinon, vous allez moyenner un prix à la hausse. Donc j'achèterai ce produit uniquement après des dips. Si vous aviez acheté cet ETF le 19 novembre 2021, soit la veille d'une baisse de 35% sur le Nasdaq, vous seriez tombé à moins 60%. Et vous seriez aujourd'hui en perte de 1%, alors que le Nasdaq est 14% au-dessus du 19 novembre 2021. D'où l'importance d'acheter ce produit uniquement dans les forts retracements. Personnellement, j'ai acheté cet ETF après 10% de baisse depuis le dernier point haut de juillet dernier. De plus, il vaut mieux prendre un produit à effet de levier sur un indice, donc un panier d'actions, plutôt que de faire ça sur une action en particulier. Le jour où j'enregistre cette vidéo, le Nasdaq est à 18 900 points. Personnellement, je suis rentré sur le Nasdaq x2 le 8 août quand le Nasdaq était à 18 400 points. Je compte donc renforcer à chaque fois que le Nasdaq perdra 1000 points. Bon, j'avoue que si le Nasdaq retombe à 18 400 points, je rechargerai car je ne suis pas rentré avec la somme que je souhaitais. Je n'ai mis que 4% du montant du PEA. Si je pars du principe que le Nasdaq ne retracera pas sous ses plus bas du Covid à l'avenir, c'est-à-dire pas sous les 7000 points, cela fera 11 paliers de 1000 points au maximum, donc 11 rechargements potentiels. Cela veut dire que le montant de mes cartouches de rechargement sera d'environ 8 à 9 000 euros, à chaque palier de 1000 points de baisse. Il est possible que pour les premiers paliers, jusqu'à environ 13 000 points, je recharge plus fortement, car rien ne dit qu'on reviendra un jour sous les 10 000 points. Et dans ce cas, je n'aurai pas une exposition satisfaisante. Vous l'aurez compris, c'est pour moi le plus gros inconvénient de ce produit. Vous ne pouvez pas investir régulièrement des apports. Vous devez être actif uniquement quand le marché est bas ou en retracement et que vous êtes sous votre prix d'entrée. Mais une fois que vous êtes positif, vous devez laisser partir le train et ne plus rien faire. C'est un produit qui oblige à faire le minimum de transactions avec son portefeuille. Ce n'est donc pas adapté à tout le monde. C'est un produit parfait à rentrer en portefeuille en cas de crash. Alors je ne souhaite pas une récession, mais si jamais cela se produit, je rentrerai fortement sur cet ETF et après je ne toucherai plus à rien quand le marché repartira. On en vient donc au dernier sujet que je voulais aborder avec vous. Mon PEA va subir dans les mois prochains une grande métamorphose, c'est-à-dire qu'environ 80% du montant de mon PEA sera dédié au Nasdaq 100. Donc je vais progressivement clôturer toutes mes lignes pour les allouer à ce produit. Je suis même prêt à clôturer des lignes en moins-value si le Nasdaq subit de fortes baisses. Vous avez donc l'explication de mon achat du Nasdaq x2 de 6 titres à 896 €. Évidemment, ceci n'est en rien un conseil financier, les produits à effet de levier restent très risqués et votre portefeuille doit être adapté à vos objectifs et à votre profil. Je vous partage simplement à titre informatif les stratégies de mon PEA.
C'était une longue parenthèse, mais cela explique également le tableau de mes ventes, puisque comme vous l'avez compris, mon PEA va subir une grande transformation dans les prochains mois. J'ai donc commencé à me constituer des liquidités. Le 26 juillet, j'ai vendu 278 titres de la FDJ à 34,70 €, soit 50% de ma ligne, pour une plus-value réalisée d'environ 10%. Le même jour, j'ai encaissé 27% de performance sur Vetoquinol, soit 25% de ma ligne. Puis le 20 août, j'ai vendu encore 25% de ma ligne initiale FDJ à 36,16 €, soit 15% de performance. Tout ceci m'a permis de faire monter mes liquidités à 23 000 €, de quoi envoyer de bonnes premières cartouches sur le Nasdaq quand celui-ci sera intéressant. À présent, on va passer aux performances de mes 8 entreprises durant cet été. La meilleure entreprise de cet été est Chemometec, avec 24% de performance, suivi de la FDJ avec 16%. Equasens et Kering sont les mauvais élèves avec respectivement moins 10 et moins 23%. Si on fait un état des lieux du PEA, on voit que ma moins-value latente sur Kering dépasse les 32%. Celle de Téléperformance est de moins 22% et celle d'Equasens de moins 15%. Personnellement, je n'ai aucun problème avec ça, cela ne m'empêche pas de dormir et je ne fais aucune obsession sur ça. Je sais juste que cela prendra un peu de temps avant de repasser positif sur ces titres, même si Téléperformance et Equasens peuvent très bien rebondir assez rapidement. De toute façon, c'est évidemment des titres que je privilégierai en dernier si je dois clôturer des positions pour acheter du Nasdaq. En parlant du Nasdaq, on voit que je suis à 15% de performance depuis mon achat du 8 août, mais vous savez que cela peut aller très vite dans un sens comme dans un autre. Un moins 3% du Nasdaq et vous faites moins 6%. Concernant Chemometec, Vetoquinol, Evolution AB et Genmab, la moindre hausse significative pourrait justifier au moins un allègement des titres. Concernant les plus-values, c'est toujours Vetoquinol et la FDJ qui portent le PEA. À propos des dividendes, le seul dividende perçu durant cet été était Equasens qui m'a versé 388 €. Au passage, on l'a vu tout à l'heure, ma performance annuelle est de moins 7%, tandis que celle du CAC 40 dividende réinvesti est de 4%. Là encore, une raison pour moi d'arrêter le stock picking et de privilégier un ETF. Je me réserverai quand même une poche de liquidité pour quelques coups, mais avec une exposition réduite. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du Nasdaq 100 à effet de levier. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans le groupe privé Mon Petit PEA, vous avez le lien en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt.